Point Direction, une émission qui vous permet d'avoir beaucoup d'éléments d'information ou de détails sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Comme vous savez, l'émission, la dénomination de cette émission, Point Direction, point comme sujet, réaction comme ce que va dire notre invité de ce soir. Et avant que je puisse vous présenter cet invité, je vous présente les sujets d'aujourd'hui. Nous allons parler à ce que concerne la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous savons qu'il y a dans la partie est de notre pays, il y a la présence de plusieurs forces négatives, y compris l'armée ougandaise qui est là présente. Et nous allons également parler de la loi Tiani, comme on l'appelle, dans la proposition de loi de l'honorable Etienne Pouloulou, qui est une initiative du candidat Maléré aux élections de 2018, M. Noël Tiani. Et enfin, nous allons parler en ce qui concerne la promulgation du code numérique qui venait d'avoir lieu le week-end passé. Sans plus tarder, nous passons à l'essentiel et je présente directement mon invité. Voilà, je présente directement mon invité qui est M. Trésor Moulamba, qui est analyste politique de son État. Bonsoir, M. Trésor. Bonsoir, M. Giresse, et bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent. Okay, merci beaucoup. Ce n'est pas une première pour vous qui vient dans cette émission. Il y a des fois où vous aviez intervenu comme un analyste politique dans ce qui concerne certaines interviews. Aujourd'hui, vous êtes invité principal de cette émission. Alors, commençons avec la toute première question parce que nous voulons aller vite, parce que les sujets sont tellement importants. Notre pays venait d'avoir le code numérique qui permet à ce que l'espace médiatique en ce qui concerne l'Internet soit sécurisé pour éviter certaines histoires que nous voyons qui font la désolation dans notre pays. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à ces codes numériques? Monsieur Giresse, ça a toujours été un plaisir de voir et d'observer que les choses commencent à aller dans le sens bon, dans le bon sens, j'allais dire. D'emblée, je commencerai par dire un grand merci au professeur Ebérant ainsi qu'à tout son staff pour avoir donné au pays ce bijou qui vient mettre et qui nous lance sur la voie de mettre de l'ordre sur l'espace médiatique digital, un lieu où tout était désormais permis, un lieu où chacun pouvait se lever d'un grand matin, venir et dire n'importe quoi sur n'importe qui, affirmer n'importe quoi sur n'importe quoi et sur n'importe qui, et sortir de sa bouche tout ce qui lui passe par la tête et ce qui lui fait du bien. Et aujourd'hui, la promulgation de ce code du numérique nous donne espoir que désormais, plus rien ne sera comme avant sur l'espace médiatique digital et personne ne se permettra d'affirmer n'importe quoi sur n'importe qui. Et désormais, le phénomène de relayer n'importe quoi sera un peu régulé parce que désormais, relayer une fausse information ou relayer des propos calomnieux plutôt sur quelqu'un constitue désormais une infraction. Ok, merci beaucoup. Mais en termes de la faisabilité, est-ce que ce serait vraiment possible pour notre État parce que c'est un travail qui va aussi demander un budget. Nous savons tous que dans notre pays, nous pleurons à ce qui concerne l'argent ou les monnaies ou les billets de banque. Est-ce que ce serait possible que l'État puisse avoir cette capacité-là de mettre la main sur toutes ces personnes-là? Monsieur le journaliste, je vous dirais une chose. Dans un État, la volonté rend tout possible. S'il y a une volonté politique de rendre effective cette loi, tout va se faire. Donc c'est une question de volonté et de détermination. Lorsque l'État se donne cette volonté-là de faire appliquer ce code, tout est possible. Ok, merci beaucoup. Tout est possible. Alors, en termes de réalisation, parce que nous constatons qu'il y a certains Congolais qui sont à l'étranger. Vous pouvez, bien que vous n'êtes pas du ministère du numérique, est-ce que vous pouvez avoir l'idée comment les choses pourront se passer à ce qui concerne les Congolais vivant à l'étranger? Bon, l'État a tous les moyens possibles. Je vous donnerai un exemple. Aujourd'hui, à travers la décision
du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les chaînes rwandaises émettant sur Canal+ ne couvrent plus l'espace médiatique congolais. Donc c'est une décision qui a été prise en interne et les mécanismes ont été pris et aujourd'hui ces chaînes-là n'émettent pas. C'est aussi la même chose avec ce que vous venez de me demander. Même les Congolais vivant à l'étranger, numériquement ou digitalement, il y a des mécanismes. Seuls les ingénieurs savent qu'est-ce qu'il faut faire pour réguler même ceux qui sont à l'étranger. La technologie a toujours ces gymnastiques qu'on peut mettre en exercice pour que tout soit en ordre. Ok, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous comprenez, les sujets est important, mais il y a aussi d'autres sujets que nous devons évoquer à ce qui concerne d'ailleurs la situation sécuritaire de notre pays. C'est le deuxième sujet directement que nous allons évoquer. Monsieur Trésor Moulamba, vous êtes analyste politique. Aujourd'hui, la situation sécuritaire de notre pays va très mal. On a vu aujourd'hui, bien que le gouvernement venait d'être remanié, mais on a constaté la présence de l'armée ougandaise et d'autres armées, il y a les Centrafricains qui sont là. Alors, est-ce que cette situation-là n'est pas la balkanisation de notre pays avant la lettre C, un vocable qui a toujours été prononcé depuis longtemps? Monsieur Jeunesse, vous savez, moi je n'ai jamais cru en ces concepts-là de la balkanisation. C'est devenu une chanson qu'on a toujours utilisée pour nous faire peur. Pour cette histoire de l'armée de l'EAC, je dirais que tout ce qui est en train de se raconter sur la toile, c'est juste pour faire peur à la population. Ce pays n'a jamais été balkanisé, ce pays ne sera jamais balkanisé. S'il y a des gens qui, dans leur tête, ont toujours eu cette idée-là et cette volonté-là, je leur dirais d'emblée que c'est un rêve qui ne s'accomplira jamais dans ce pays. Et à travers tout ce qui est en train de se dire, moi je dirais que les dirigeants ne sont pas des idiots pour présenter à la face du monde une image d'une balkanisation effective. C'est juste de la manipulation que certains occidentaux, derrière des Congolais, sont en train de faire véhiculer sur le net, disant le pays est désormais balkanisé. Au contraire, moi je vois ça d'un autre œil. Aujourd'hui, le gouvernement congolais vient de sauver le pays d'un très grand piège de l'Occident. L'Occident qui était en train de véhiculer déjà un message de discrimination envers une certaine communauté, pendant que dans notre pays, les communautés n'existent jamais. Le concept communauté dans mon pays, ça n'existe jamais. Dans mon pays, on a des tribus, on a des ethnies, on n'a jamais eu des communautés. Et la communauté internationale où l'Occident est en train de présenter déjà la chose sous cette forme-là pour nous faire tomber. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est rendre maintenant, d'abord dans la pensée, sur le plan de la pensée, rendre effective la balkanisation dans la pensée d'abord, comme ça s'est fait au Soudan. Tout a commencé par la pensée, tout a commencé par le digital, tout a commencé par le communicationnel. Et ça, nous l'avons déjà compris. Et le gouvernement l'a bien compris. Le gouvernement a dit, ok, voilà, c'est ce que le gouvernement vient de faire à travers l'EAC. Ok, nous engageons la communauté internationale, nous engageons la sous-région dans cette problématique de l'insécurité, dans cette problématique de Bunagana. Et alors, la communauté internationale, l'Afrique et la sous-région n'aura plus ce discours-là à présenter parce qu'ils sont impliqués dans la chose. Aujourd'hui, si l'Est est balkanisé, c'est l'Afrique, c'est l'Union africaine, c'est la sous-région qui a balkanisé. Et je ne vois pas ces institutions-là commettre une erreur pareille. Donc, le gouvernement vient de nous éviter un piège qui était bien conçu et qu'on a aussi su bien détecter et nous l'avons bien évité. Et la communauté internationale à travers la sous-région sont désormais devant un dilemme. Si nous voulons arriver à nos fins, l'histoire retiendra que ce n'est pas les Congolais, mais c'est plutôt nous. Nous avons été piégés par les Congolais et alors nous ne pouvons plus tomber dans ce piège-là. Et aujourd'hui, ils sont dans l'obligation de faire revenir le calme à l'Est parce qu'ils sont présents. Et c'est une force régionale constituée
dans la plupart par nos voisins, et ils sont devant une responsabilité historique. Ça va bien, si ça tourne bien, ils sont bien vus et l'histoire retiendra une bonne image d'eux. Si ça tourne mal, l'histoire retiendra que c'est eux, devant la face du monde, qui ont tout programmé et tout réalisé. Mais est-ce que ce n'est pas que nous Congolais, nous apparaîtons faibles? Parce qu'on a constaté, même le président Macron, quand il était là, il a dit devant la presse que nous a, d'ailleurs, je dirais, il nous a conseillé d'organiser notre armée pour devenir fort devant nos voisins, pour être intraitable devant tous les restes là. Vous ne pensez pas que c'est nous, Congolais, ou notre État qui apparaît faible devant les autres? Ce n'est pas nous Congolais, mais c'est plutôt la communauté internationale qui s'est toujours cachée devant les Congolais qu'on présente. C'est comme l'histoire de M23. On vous présente un Congolais devant. Les personnes qui s'expriment souvent sous le label M23, oui, on les présente comme des Congolais. Mais en réalité, le M23, c'est un mouvement rwandais. On peut pas dire que c'est un mouvement mixte. Non, ce n'est pas un mouvement mixte. C'est un mouvement rwandais. Et on vous présente un Congolais devant. Ce n'est pas un mouvement mixte. Ce discours-là ne va jamais passer. Ce sont ces discours et ces croyances pareilles. Le M23, c'est diffère-t-il du RCD? Le M23, selon moi, c'est plus que le RCD. Parce qu'aujourd'hui, à plusieurs reprises, même les rapports internationaux nous ont fait voir que c'est bien le Rwanda qui arme le M23. C'est pour toute la première fois que les grands pays de l'Occident se prononcent clairement en citant nommément le Rwanda. C'est pour la toute première fois. Donc, le M23, c'est plus que le RCD. Oui. Parce qu'avec le RCD, il n'y avait pas de rapport fiable qui citait nommément le Rwanda. Mais avec le M23, il y a des indices sérieux qu'on a retrouvés. Il y a des rapports crédibles qui affirment que c'est bel et bien le Rwanda qui est derrière le M23. Et le M23, c'est bel et bien le Rwanda. Alors, que pensez-vous de l'idée qu'avait évoqué ou avancé Adolphe Muzito à son temps d'entrer directement en guerre avec le Rwanda, parce qu'on a vu le président Tshisekedi à plusieurs reprises citer le Rwanda comme pays agresseur de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi ne pas directement entrer en guerre contre le Rwanda? Vous savez, en cas de conflit plutôt, la guerre fait partie des options de bien déréguler une situation, mais ce n'est pas la première option. La guerre doit être prise comme la dernière option après avoir tout essayé. On commence toujours par les voies diplomatiques, et lorsque plusieurs fois les voies diplomatiques n'aboutissent pas, c'est alors qu'on peut faire recours à la voie de la guerre. À l'époque où l'ex-premier ministre Muzito proposait ça, on n'était pas encore à ce stade-là. Bien qu'à l'allure vont les choses, nous pouvons arriver à ce stade-là. Nous pouvons déjà arriver à ce stade-là. Okay. Mais à l'époque où cette proposition a été faite, ça ne valait pas la peine à cette époque-là parce qu'on n'avait pas encore épuisé les voies diplomatiques. Et nous sommes en train d'avancer et les voies diplomatiques empruntées par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sont en train de payer petit à petit et les résultats sont en train de se faire voir. Aujourd'hui, il y a un retrait progressif des M23 de sa zone de confort de Bunagana et nous observons et nous sommes en train de voir comment ça marche. Alors, si nous y sommes aujourd'hui, en ce qui concerne la situation de la guerre, pensez-vous que nous serons en mesure de faire la guerre face au Rwanda au moment où le secrétaire général des Nations Unies avait bien dit que les M23 possèdent des armes que même les Nations Unies n'ont pas? Si tel est le cas, alors je ne vois plus la raison d'être de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Ce sont ses propos. C'est lui qui l'a dit. C'est ça que je dis. Oui. C'est à lui que je réponds. Oui. Si tel est le cas, alors je ne vois plus la nécessité ou la raison d'être de la présence de la MONUSCO. Donc vous doutez de ces propos-là? Non, la véracité de ces... Non, je ne doute pas. Je dis, ce sont ses propos. Et alors, si ces propos-là sont vrais, si ce qu'il dit
est vrai. Et alors, la MONUSCO n'a plus sa raison d'être en République démocratique du Congo. La MONUSCO doit quitter la République démocratique du Congo et nous laisser, nous alors, comme le régime de l'embargo a été levé, alors nous allons nous-mêmes nous équiper en armes et nous allons faire face au M23 nous-mêmes. Parce que la MONUSCO qui était venue avec comme mission la sécurisation de la partie Est, si ils ne sont pas en possession des armes qui peuvent faire face au M23, alors la MONUSCO n'a plus sa raison d'être en République démocratique du Congo. Ils doivent alors se retirer. Donc c'est simple. Ok, mais on ne comprend pas avec cette histoire de guerre parce que d'une part on parle de Congolais, d'autre on parle de Rwandais, mais on a vu même les cas de Mwanda Tutu qui venait d'être arrêté. D'ailleurs, le procès c'est aujourd'hui, d'ailleurs qu'on va, c'est aujourd'hui le 11 avril que le tribunal va, comment dirais-je, dévoiler ce qui a été découvert dans le coffre-fort du député national. Alors, est-ce que c'est vraiment important que, comme le président de l'Assemblée nationale avait dit aux députés de quitter les groupes rwandais, est-ce que ce n'était pas important directement pour le président de la Chambre basse d'évoquer, ou si ce n'est pas important pour le procureur général de s'imprégner de la situation et inviter le président de l'Assemblée nationale pour que ces derniers puissent donner les indices nécessaires pour permettre à la justice de commencer déjà les travaux avant que les choses soient... que les choses deviennent compliquées. Vous voyez, monsieur le journaliste, le mal avec le Congolais, c'est que le Congolais a toujours voulu que les choses se fassent telles que lui les pense dans la tête. Ou bien que lorsqu'on parle de la sécurité du pays, oui, tout ne peut pas être traité comme si c'était une affaire civile simple. Lorsqu'on parle de la sécurité ou de la sûreté du pays, il y a une méthodologie utilisée pour que les choses ne tournent pas au vinaigre. Donc c'est un peu ça. Le président de l'Assemblée nationale, en tant qu'homme d'État et en tant que deuxième personnalité du pays, ne pouvait pas se mettre devant le perchoir à citer de noms. Non. Peut-être que lorsqu'il disait aux députés de quitter les groupes armés, il avait déjà connaissance des noms de ces députés-là. Okay. Mais il ne pouvait pas citer. Parce que et le procureur général de la République ne pouvait pas inviter le président pour que le président puisse donner ces informations. Vous êtes sûr que le procureur général de la République n'était pas au courant? Il n'y a aucun communiqué faisant état de cette voilà, situation. C'est ce que je disais. Donc, nous sommes en matière de sûreté, nous sommes en matière de sécurité de l'État. Donc il y a certaines confidences. Voilà, il y a la notion de la confidence qui existe. Tout ne peut pas être médiatisé et tout ne peut pas être officialisé. Okay. Même lorsque l'opération de la traque de Ben Laden se faisait avec Obama, on a vu que les résultats, mais lorsque l'opération était en préparation, personne ne savait. Même quelques membres de la Maison Blanche, il y a d'autres membres de la Maison Blanche qui n'étaient au courant de rien. Et tout le monde était surpris. En matière de sûreté, en matière de sécurité, ça se passe comme ça. Tout ne peut pas être officiel. Et parce qu'il y a d'autres voies qu'on emprunte en matière de la sécurité qui ne sont pas de voies officielles. Et la fameuse organisation de droits de l'homme va commencer à vous faire de bruit pendant que lorsqu'il s'agit de la sûreté, de la sécurité de l'État, tout chemin mène à Rome. Et lorsqu'on commence à tout officialiser, tout médiatiser, nous allons tomber dans le piège de l'Occident avec ces fameuses organisations, les droits de l'homme et consorts. Donc, on ne peut pas encore tomber dans ces pièges-là. Chaque jour que nous nous réveillons, il y a des opérations secrètes qui se font au niveau des services de sécurité. Et personne n'est au courant. Même d'autres personnes qui sont dans ce sillage-là, ils sont surpris lorsque les résultats deviennent palpables. Donc il y a des méthodologies propres utilisées lorsqu'on traite des sujets de sécurité et de sûreté de l'État. Merci beaucoup. Comme nous parlons de la sécurité, il y a aussi un sujet qui va évoquer quelques éléments relatifs à la sécurité, qui est la loi Tiani, comme on l'appelle. Nous attendons, d'une part, certaines personnes disent que si cette loi-là passait, il y aura des morts. On en a déjà entendu. Il y a d'autres qui disent non, ça va passer pour sécuriser le pays. Alors, Trésor Moulamba, analyste politique, selon vous, pensez-vous que cette loi-là est vraiment discriminatoire comme
on la qualifie. Monsieur le journaliste, déjà ça me fait rire et deux fois ça énerve aussi de voir que pendant que la constitution congolaise garantit à tout Congolais la liberté d'expression, la liberté de réflexion, il y a nous remarquons qu'il y a... Au même moment, elle interdit aussi la discrimination. Oui, oui. Il y a une fourchette des personnes qui veulent interdire aux autres de réfléchir. Okay. L'Assemblée nationale, c'est le temple de la liberté d'expression et c'est le temple de la démocratie. Donc, tout ce qui peut arriver à l'Assemblée nationale doit passer par un débat contradictoire, doit passer par un choc d'idées et après, ça passe par un vote démocratique et ça passe ou ça ne passe pas. Dire que c'est une loi discriminatoire, ça va m'étonner. En tant qu'intellectuel, en tant que scientifique, je vous demanderai de retenir une chose. Oui, allez-y, c'est laquelle? Toute loi a toujours été discriminatoire. La loi a toujours... Lorsqu'une loi donne un critérium, c'est déjà une discrimination. Toute loi a été discriminatoire, a toujours été discriminatoire en elle-même. Lorsqu'en matière d'élection, on vous dit qu'il faut une caution non remboursable de 100 000 $ pour être candidat président de la République, c'est déjà une discrimination. Parce que tout Congolais n'a... Voilà, il y a des Congolais qui sont intelligents, capables de diriger ce pays, mais qui n'ont pas 100 000 $ de caution à déposer à la Pour être aussi candidat à la présidence, il faut avoir plus de 30 ans. C'est une discrimination. Okay. Les Congolais intelligents de moins de 30 ans, ils sont discriminés. Nous devons retenir une chose, toute loi a toujours été discriminatoire étant donné que la loi impose un critère. Mais pourquoi ça dérange-t-elle? C'est là maintenant que ça fait mal. Et surtout que la loi a un caractère impersonnel. Il y a quelqu'un qui présente... J'ai essayé de jeter un coup d'œil dans le fond de la loi. Je n'ai vu aucun nom cité dans la loi. Cette proposition de loi plutôt respecte le caractère impersonnel de la loi. Mais là où ça fait mal, c'est lorsque nous voyons des Congolais, citoyens congolais, commencer à citer, commencer à coller les noms des gens à cette loi. Et là, je vais droit au but. Ensemble de Moïse Katumbi pense que la loi, c'est une loi contre Moïse Katumbi. Pendant que dans la loi, il n'est nulle part mentionné le nom de Moïse Katumbi. Cette proposition de loi, elle est impersonnelle. Elle ne cite nulle part le nom de Moïse Katumbi. Et alors ça nous étonne d'où nous tirons ça. D'où toutes ces personnes. Et les gens atteignent même le niveau de menacer la République. Et c'est là où j'appelle aussi, avec tout respect possible, le procureur général de la République. Il y a d'autres propos sur la toile qui constituent une menace à la République, qui constituent une incitation à la révolte, qui constituent une incitation au trouble de l'ordre public. Par exemple, les propos de l'ex-ministre Christian Mwando Nsimba. Ça, c'est une incitation précoce à la révolte. Ça, c'est une menace contre la République. Mais cette proposition de loi-là apparaît comme si c'était une carte bien gardée et on veut le brandir ou la brandir au moment opportun. Parce qu'elle était déjà là, sur la table du président de l'Assemblée nationale. On avait vu, c'était l'année passée, si je ne me trompe pas. C'était pas opportun qu'elle soit traitée, mais aujourd'hui, on vient, d'ailleurs, le chef d'État s'était prononcé grâce à ces sujets. On avait vu que le chef d'État avait donné l'impression, je dirais comme ça, de ne pas être d'accord avec cette situation. Les choses de la République, ça ne se gère pas avec des humeurs. Le président de la République, c'est une institution. Le Parlement en est une autre. Le président de la République ne peut pas interdire à l'Assemblée nationale d'exercer son exercice démocratique. Là, c'est dans l'angle où vous avez compris que le président était contre. Mais ce n'est pas parce que le président est contre. Écoutez, aucun pays sérieux au monde n'accepte le libertinage au niveau
de l'accession au poste de souveraineté. Même les États-Unis, en matière de l'accession à la magistrature suprême, il y a des restrictions. Moi, j'attendais peut-être qu'on me dise que cette loi viole la Constitution. Mais au contraire, cette loi vient donner raison à la Constitution dans son article 10 et 11. Certaines personnes estiment que c'est une manière pour l'État congolais d'éliminer d'autres potentiels candidats. On avait commencé avec Matata. Matata, ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, on reprend l'histoire de Katumbi. Où est l'histoire de Katumbi? Mais c'est ce que les gens disent, non? Les gens collent la situation à l'ensemble. Parmi les choses qui tuent ce pays, il y a les procès d'intention. Les gens veulent penser à la place des autres. La loi fixe, cette proposition de loi fixe les conditionnalités de l'accession au poste de souveraineté. Et dans tout pays au monde, il y a des lois organiques qui fixent ces conditionnalités-là. Aux États-Unis, vous pouvez être américain des pères et des mères, mais si vous n'êtes pas né sur le sol américain, vous ne postulerez jamais comme président de la République. Et alors, ces Américains-là, est-ce qu'un enfant choisit où naître? Non. C'est le Créateur lui-même qui sait où chacun va naître. Mais qu'allez-vous dire de ces Américains-là, nés d'un père américain, d'une mère américaine, mais qui est né hors le sol américain, qui ne deviendra jamais président de la République, mais il est américain des pères et des mères. C'est ça la manière de sécuriser les fonctions de souveraineté aux États-Unis. Et alors pourquoi on refuse à nous, Congolais, de réfléchir aussi de cette manière? Et surtout que nous avons une histoire un peu compliquée en matière d'infiltration. Cette loi a sa raison d'être dans mon pays. Vu l'histoire de mon pays, vu ce que mon pays a vécu, cette loi, ça vaut sa place. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ça doit passer par un débat, combler les insuffisances de cette proposition de loi, retirer ce qui peut faire mal dans cette loi, mais dire que cette loi ne doit pas être alignée, non. Selon vous, cette histoire paraît très importante que celle de débat autour de la double nationalité? Voilà. Il y a des gens qui confondent la proposition de loi Tchani à une proposition de loi sur la congolité. Il n'est nullement question d'un débat sur la congolité dans cette loi. Il n'est pas question de la nationalité dans cette loi. On ne refuse à personne la nationalité congolaise dans cette loi. C'est là où, ce n'est pas une confusion, mais c'est plutôt le clan Katumbi qui est en train de vouloir créer cette confusion-là dans les têtes des Congolais. Et ça ne va pas passer. Ce n'est pas une loi sur la congolité, mais c'est plutôt une loi organique qui définit les conditions d'éligibilité à l'accession au poste de souveraineté. Mais on ne refuse à personne, cette loi ne refuse pas Moïse Katumbi d'être congolais. Non. Parce que c'est le régime Tshisekedi qui a doté à Moïse Katumbi du nouveau passeport congolais. Moïse Katumbi, c'est un Congolais de nationalité. Il a un passeport congolais. Et la loi ne retire pas Moïse Katumbi son passeport congolais. La loi ne retire pas Moïse Katumbi sa nationalité congolaise. Ce n'est pas une loi qui définit qui est congolais et qui ne l'est pas. Non. Parce que la Constitution a déjà défini qui est congolais et qui ne l'est pas. Mais toujours à cet article-là, je vais vous lire l'article 10. Rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps, je pense que je vois déjà la région me fait signe. L'article 10 dit ceci. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo à l'indépendance. Une loi organique, c'est là maintenant que la loi Tchani trouve sa place. L'article à sa fin, ça dit une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité.
Quand vous descendez maintenant à l'article 11, on dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue au seul Congolais, sauf exception établie par la loi. » De quelle loi on parle? C'est la loi dont on parle à l'article 10, une loi organique. Les lois organiques, ce sont les lois qui viennent rendre facile l'opérationnalité de la Constitution. Et la loi proposée par M. Tchani à travers l'honorable Ntingi Pouloulou, c'est une loi organique qui vient compléter et éclaircir les articles 10 et 11 de la Constitution. C'est la loi organique maintenant qui vient définir le droit à la jouissance de droits politiques. Et en quoi cette loi devient-elle? Alors selon vous, si aujourd'hui cette proposition de loi-là est adoptée, alors que viendra-t-il dans notre pays? Pour notre pays, pardon. La RDC restera toujours RDC. Elle aura toujours ses 26 provinces. Avec ces menaces concernant la bataille, c'est pas la première fois de faire face à cette situation, parce qu'il y en a déjà avec l'Est de la République. Écoutez une chose, il n'y aura rien qui va arriver, le ciel ne tombera pas sur nous. Dans ce pays, avec le même clan-là qui prône ce désordre-là, vous vous souviendrez de la phrase de la ligne rouge. C'était toujours eux qui parlaient d'une fameuse ligne rouge, que si vous traversez la ligne rouge, vous dépassez la ligne rouge, on va agir. C'est toujours ce clan-là. Et la ligne rouge a été dépassée. Le ciel n'est pas tombé sur nous. Après cette loi, je ne dis pas que la loi va obligatoirement passer. Si elle passe, oui. Si elle ne passe pas, oui. Mais je veux que la loi soit soumise à l'exercice démocratique du débat. Et après, le Congo restera Congo. Alors, une je vais vous dire une chose. Oui. Nous devons tous savoir une chose. La RDC est plus grande que moi. La RDC est plus grande que vous. La RDC est plus grande que Tshisekedi. La RDC est plus grande que Katumbi. Ce n'est pas Katumbi qui va faire couler ce pays. Non. Ok, une dernière question. Est-ce que avec cette histoire, je remonte même avec la situation de Matata avec la justice, est-ce que ce n'est pas une manière pour le président Tshisekedi de chercher à fragiliser ses adversaires? Pourquoi nous voulons toujours tout coller au président de la République? Et ces gens-là qui sont contre cette loi, cette proposition de loi, n'ont-elles pas des députés à l'Assemblée? Ils vont en débattre. C'est un jeu politique qui se joue à l'Assemblée nationale. Il faut aussi savoir qu'en politique, on ne vient pas se faire des yeux doux. La politique, c'est un jeu où tous les coups sont permis. Madame et messieurs, vous comprenez que le point de réaction d'aujourd'hui tend à sa fin. Nous vous remercions d'avoir été là. Mais nous accordons une minute à notre invité pour qu'il puisse faire un bref résumé de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Monsieur Trésor Moulamba, vous avez une minute pour que vous concluez ou vous résumiez tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Je vais résumer tout ce que j'ai dit en un mot, en une phrase plutôt, pour dire à la jeunesse congolaise qu'il est temps. C'est nous l'avenir de ce pays. Nous devons quitter les émotions. Nous devons quitter le fanatisme. Et nous devons voir ce pays de demain. Nous devons voir l'avenir de ce pays dont nous sommes les représentants. Nous devons cesser de dépersonnaliser les sujets qui amènent le pays au développement. Ce pays nous appartient. Nous devons toujours nous poser des questions. Qu'allons-nous léguer comme pays à nos générations futures? C'est tout ce que je demande à la jeunesse congolaise. La prise de conscience et éviter la manipulation politicienne. Les politiques ne viennent que pour leurs intérêts. Et c'est à nous de voir et de comprendre, c'est décider en même temps. On ne va plus rien faire passer. Mais les élections approchent. Ne votons pas pour un polo. Ne votons pas pour un képi. Ne votons pas pour des poissons et des riz. Mais votons utile. Merci.
Ok. Point était nos sujets. Les réactions sont les propos de notre invité. Madame, messieurs, merci. À la prochaine.